commencer, un petit rappel s'impose. En effet, je ne peux pas faire une vidéo sur le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sans parler de son auteur. John Ronald Reuel Tolkien, ou plus simplement J.R.R. Tolkien, était un grand écrivain anglais, mais aussi professeur d'université, entre autres. Il est né le 3 janvier 1892 et est mort le 2 septembre 1971 à l'âge de 81 ans. Merci à toi, Wikipédia. Pour cet instant critique, j'ai décidé de vous parler des adaptations les plus notables de l'univers de Tolkien. Je vais le faire en respectant la chronologie des dates de sortie des films, parce que j'avais envie. Je vais critiquer ces films en tant que cinéphile, et donc je ne jugerai pas les adaptations qu'ils sont. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Seigneur des Anneaux et de quoi ça parle? Le Seigneur des Anneaux est à l'origine un livre. Merci, mais la peine d'en faire autant, mais c'est bon maintenant. Merci, mais arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous voulez vraiment pas arrêter? On va voir si vous voulez pas arrêter. Comme je le disais avant d'être dérangé, Le Seigneur des Anneaux est à l'origine un bouquin. Initialement prévu en un seul et même volume, il a été décidé de le couper en 3 parties, tout d'abord pour des raisons économiques. La totalité de cet ouvrage est donc paru entre 1954 et 1955. À sa sortie, le bouquin se différencie de tout ce qui s'est fait en matière d'heroic fantasy en proposant un univers extrêmement riche et cohérent. Tolkien aura passé toute sa vie à créer l'univers du Seigneur des Anneaux. Dans ce récit, nous suivons les péripéties de Frodon Saquet, un hobbit de la comté chargé de détruire l'anneau unique du Seigneur des Ténèbres, Sauron. Le Seigneur des Anneaux est un film d'animation de 1978 et réalisé par Ralph Bakshi. Je dis bien film d'animation et pas simplement dessin animé parce que le réalisateur utilise une technique que l'on appelle la rotoscopie. Pour faire simple, on filme les acteurs, puis on les redessine, ce qui donne une animation très fluide et réaliste. Donc ce qui fait que dans le film, il y a certaines scènes qui sont vachement impressionnantes, parce que justement on voit des centaines de personnages animés. Autre point important du film, son titre. Il est clairement dit qu'il s'agit du Seigneur des Anneaux, donc une adaptation complète de l'œuvre. C'est pas du tout le cas. On a juste le droit à la communauté d'anneaux, c'est quand même déjà pas mal, et il y a une partie des 2 tours. Le film prend fin après la bataille de Fort-le-Corps. En se renseignant un petit peu, on apprend qu'en fait les réalisateurs ont nommé le film comme ça, de peur que les gens ne payent pas pour voir un demi-film, puisqu'une suite était prévue. Malheureusement, justement, ça a créé une réelle confusion, ce qui n'a pas aidé le film à créer un succès commercial, donc les producteurs n'ont pas produit la suite, et Ralph Bakshi avait un peu les boules. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet et vais directement passer aux points positifs et aux points négatifs. Je tiens tout d'abord à souligner la grande qualité de l'animation, qui pour un film de 1978 est réellement impressionnante, et m'impressionne toujours d'ailleurs. La grande qualité des dessins, ça donne des panoramas des fois vraiment magnifiques. Je vous conseille de regarder le film en VO, comme quasiment tous les films d'ailleurs, parce que la VO est souvent supérieure à la VF. Pourquoi je vous conseille de voir la VO? Est-ce que c'est meilleur? Si, parce que la VF commet quelques erreurs. Par exemple, quand elle traduit The Shire, la comté, en pour de comté, le travail sur la forme n'est malheureusement pas parfait. Déjà, les décors. J'ai trouvé que certains étaient somptueux, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai trouvé que certains, par contre, étaient banals, c'est pas trop gênant, voire même moches. Très, très moches. Le premier qui me passe par la tête, c'est La demeure d'Elrond, qui est juste magnifique dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Je trouvais vachement féerique, vachement envoûtant, tu vois, ça donne vraiment envie de passer des vacances, genre c'est le club med de la Terre du Milieu. Là, j'aimerais pester contre la pauvreté des costumes, par exemple ceux des orques, qui sont quasiment exclusivement des peaux de bêtes. Donc c'est pas extrêmement diversifié. Le travail sur la forme, sans être parfait, est donc tout à fait honorable, et l'animation est impressionnante. Maintenant, qu'en est-il du fond? Perso, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment réussie. La présence des Nazgûl, qui, comme dans la communauté de l'anneau de Peter Jackson, installe une véritable angoisse et une sorte de pesanteur, je sais pas trop si ça se dit, tout le long de cette partie, et on a vraiment peur pour les personnages. Dans la même veine, l'introduction
est plutôt stylée, sans atteindre le niveau de celle de Peter Jackson. Enfin, j'arrête pas de les comparer, mais c'est un peu le principe. Mais elle est quand même vachement bien faite et je me demande même si Peter Jackson s'en est pas inspiré pour créer son intro. Et pour finir, faut pas oublier les temps forts qui rythment le récit, même si j'ai eu du mal à tenir les 2 heures. Pourquoi? Le tempo est mal dosé. On passe d'un moment où il y a de l'action avec les Nazgûl à plus rien pendant quelques minutes, enfin quelques 30 minutes. J'exagère un peu, sûrement, mais bon, je me suis un peu fait chier quand même pendant ce film. Deuxième point qui n'est pas le rythme du film, c'est les personnages. À part Aragorn, Gandalf et le duo Frodon-Sam, j'ai pas réussi à m'attacher aux autres. Sans déconner, j'avais l'impression qu'ils étaient là pour de la déco. Là, je parle de Gimli, Legolas, Merry Pippin, on s'en bat les couilles. C'est un Gollum quand même plutôt bien fait, je l'ai bien aimé. Il est pas mal vicelard, bah, comme dans le film de Peter Jackson, sauf qu'il est en version animée et en quand même version moins bonne, et sa voix est pas terrible. Conclusion, je lui attribue la note de 3 sur 5, parce qu'il a quand même pas mal de qualités, mais il a pas mal de défauts, et malheureusement le film a mal vieilli. Je suis très curieux de voir ce qu'aurait donné une suite à ce long métrage, et de voir la deuxième partie qui je pense aurait apporté un réel plus. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, je vous conseille d'aller voir le film de Ralph Bakshi. Passons maintenant à la trilogie de Peter Jackson. Sans déconner, pour moi, cette trilogie est mythique, épique et intemporelle. Mais sans plus tarder, passons directement aux points positifs et aux points négatifs. Les acteurs sont... Oh mon dieu. Pour le coup, aucun personnage n'est laissé pour compte. J'ai vraiment réussi à m'attacher aux personnages et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, c'est pouvoir m'identifier à eux. Décors, sans déconner, ces décors-là sont les meilleurs. Différentes firmes de Weta, entreprise fondée par Peter Jackson, ont fait un travail monstrueux qui permettent réellement à la Terre du Milieu de prendre vie dans les films. Pour finir sur l'immersion, il serait injuste de ne pas noter la magnificence de la composition d'Howard Shore. Sa musique, soit elle est épique, soit elle est enchanteresse, légère, mais elle est toujours magique. J'en profite pour toucher un petit mot sur la réalisation, qui nous prouve que Peter Jackson est aussi doué pour les scènes de combat ou autres batailles titanesques, que pour les moments de romance ou les moments dramatiques avec des dénouements tragiques ou juste des dénouements, hein, pas obligé qu'il y ait quelqu'un qui crève. Cette alchimie, les acteurs, les équipes des effets spéciaux, tout ça, le réalisateur, toute cette alchimie rend le film crédible et voire même authentique. Ça nous fait croire à ce que l'on voit. On a presque l'impression que la Terre du Milieu existe. Juste un mot pour ça, bravo. J'avais jamais autant cru à un univers fictif. Vous l'aurez sûrement remarqué, je ne traite pas ces 3 films indépendamment, tout simplement parce que je considère qu'il ne s'agit que d'un grand film de 9 heures auquel je n'ai pas grand chose à reprocher. En parlant de durée, je vous conseille vivement de regarder la version longue qui dure approximativement 11 heures. Les dénouements sont vraiment très émouvants. La fin est très très belle, je ne la spoilerai pas à ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, on se doute bien que le gentil gagne à chaque fois. Je ne vous spoil. C'est vraiment le plus émouvant et on se rend bien compte que même si, enfin, que ce soit les équipes techniques ou même nous, spectateurs, on n'a pas envie que le voyage s'arrête et on a envie de retourner en Terre du Milieu. On n'a pas envie d'en partir, on n'a pas envie d'aller en direction des Havres Gris. Pour ce qui est des notes, j'attribue un 4 sur 5 à la communauté de l'anneau, un 4,5 sur 5 pour les 2 autres actes. Pourquoi pas plus? Bah tout simplement parce que la perfection n'existe pas et que je n'ai pas jugé l'adaptation qu'ils sont. Néophytes et connaisseurs trouveront leur bonheur dans cette trilogie qui offre son lot de scènes cultes. Libéré, délivré. You. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me. Qu'est-ce que le Hobbit? Il s'agit d'un conte pour enfants publié en 1937 et qui raconte les aventures de Bilbon Saquet, chargé d'aider des nains à récupérer leur montagne. Il s'agit d'un seul roman, pourtant adapté en 3 films. Pourquoi? Parce que quand argent rime avec passion, on appelle ça le box-office. Le Hobbit, un voyage inattendu, est un film de Peter Jackson, comme d'hab, sorti en 2012. C'est le premier de la nouvelle trilogie. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est lent. Très lent. Et ce, malgré les moments de bravoure, qui sont d'ailleurs super bien foutus.
cette longueur ne se ressent pas au premier visionnage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en tant que fan, on est vraiment trop content de retourner en Terre du Milieu. On est comme des gamins, on est oh putain ouais. Ou alors comme un précoce, et là je viens de jouir. Voilà. Vous allez sûrement trouver que j'exagère pas mal les longueurs du film, mais malheureusement, elles se ressentent vraiment, même si c'est vrai quand même, on se fait pas chier pendant les 2h30, hein, il y a des moments vraiment bien. Bref, la longueur mise de côté, passons à un autre point négatif, l'image de synthèse. Je tiens à préciser, je n'ai rien contre les images de synthèse, j'adore les effets spéciaux. Le problème, c'est que je trouve que là, il y a une sorte de débauche d'effets spéciaux, juste dans ce premier volet, qui n'est pas nécessaire. Surtout quand on voit ce qui a été fait avec la précédente trilogie, avec les maquettes, tout ça, tout ce bordel, enfin, tout ce bordel, toute cette magnificence, mais qui permettait d'avoir justement ce côté authentique que n'a pas le Hobbit. Après, il s'agit plutôt d'un faux défaut, puisque c'est vrai que les effets sont vraiment magnifiques, c'est juste comme je vous l'ai expliqué, en comparant avec la précédente trilogie, que l'on se rend compte quand même qu'ils auraient pu faire autrement. Finalement, ce faux défaut me permet surtout de faire de la fine bouche, et puis, rassurez-vous, c'est pas non plus du fond vert dégueulé comme dans la prélogie de Star Wars, hein, je vous rassure. Passons maintenant au point positif quand même, parce qu'il y en a. Tout d'abord, Howard Shore est de retour, forcément je voyais personne d'autre que lui pour faire la musique. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ils sont les personnages que l'on est censé prendre au sérieux. Bizarrement, paradoxalement, ils sont aussi le principal élément comique du film. Ça le fait pas trop. On a l'impression que c'est vraiment des gros porcs balourds, impolis, insupportables, qu'on a envie de claquer contre des murs. Au début, j'ai eu du mal. Franchement, avec les nains, j'étais gêné dans certaines scènes, surtout le dîner chez Bilbon et chez Elrond. Je me sentais mal pour les personnages. J'ai trouvé que leur travail permettait quand même de s'identifier aux personnages et finalement de les apprécier quand on se rendait compte quand même qu'ils avaient un cœur et un minimum de subtilité. Pour finir, sur le Hobbit 1, les aigles sont des fils de pute. Ils auraient quand même pu déposer les nains plus près de la montagne, qu'en haut d'un rocher, perché à 300 mètres, sans escalier pour descendre, avec un putain de vallée remplie d'orques. Une putain de vallée remplie d'orques. Je ne m'enfuis pas, je vole. Pester après les aigles, ce serait un peu oublier quand même que le Hobbit à l'origine est un conte pour enfants et n'est donc pas vraisemblable. Je lui attribue donc la note de 3,5 sur 5 pour ses indéniables qualités ternies par de vilains défauts. Passons ensuite à la Désolation de Smaug, sortie en 2013. Je vous rassure tout de suite, beaucoup moins de points négatifs sur ce film. Déjà grâce à l'introduction de nouveaux personnages, mais aussi à la multiplication des scènes d'action. Au début, j'étais vraiment sceptique en voyant ce deuxième volet arriver, mais j'ai ensuite été totalement conquis. D'ailleurs, principal point positif de ce film, Smaug le terrible, la calamité de ces terres. Le dragon est superbement animé et je me suis même demandé à un moment s'il n'était pas réel, tellement les effets sont bien faits et pour le coup indispensables. Le doublage, lui, est assuré par Benedict Cumberbatch, alias Sherlock et Khan. Son timbre de voix vachement grave, vachement ténébreux, enfin vachement tout ce que je voulais de dark, colle parfaitement au dragon et lui donne littéralement vie. Bilbon, quant à lui, devient vraiment intéressant, puisqu'on ressent très bien chez lui l'emprise grandissante de l'anneau. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Legolas, qui au début me faisait un peu flipper, parce que je m'étais dit que ça allait gâcher un peu le film, la tapette elfe aux yeux bleus. Mais en fait non, ça passe vachement bien, il est même plus badass que dans la première trilogie. Dernier personnage important, Bard. Il n'y a pas à chier, il a la classe. Les acteurs, tous autant qu'ils sont donc très bons. Et c'est tant mieux. Passons maintenant au point négatif, la fin. Je l'adore en même temps que je la déteste. Déjà parce qu'elle est super badass, les dernières paroles du dragon et de Bilbon sont vraiment classe, mais elle est super frustrante parce que ça coupe comme ça, je veux dire on fait monter la pression et on coupe tout. Ça c'est pas très cool. Et ce qui n'arrange rien, c'est la musique qui vient après. Icy Fire de Ed Sheeran n'est pas une mauvaise musique, bien au contraire, j'aime beaucoup cette musique. Mais elle n'a clairement rien à foutre à la fin de ce film. On nous a fait monter toute la pression tout le long pour voir Smaug. Smaug il se barre, c'est putain de badass, et on nous met une chanson à la mélodie un peu trop mielleuse après une fin aussi badass. Avec là on est à la fin badass et on passe à la fin mielleuse et c'est très violent. Do you not know what is coming?
party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. Conclusion, un opus bien meilleur que le premier, je lui attribue 4 sur 5. Pour conclure cet instant critique, parlons maintenant du Hobbit, la bataille des 5 armées. Tout comme le second volet, je n'ai pas noté trop de défauts, et c'est bon signe. Premier point à aborder, la durée. C'est le film le plus court de cette trilogie, mais c'est aussi le plus dense et le plus épique. Donc ça fait que j'ai eu des frissons pendant tout le long, grâce à une putain de mise en scène, excusez-moi du terme, de très bons acteurs, et surtout une musica. Le film est aussi émouvant. Je trouvais dans le 2 vachement inutile comme romance, mais qui là je trouve vraiment avait de la consistance, c'était vraiment intéressant. C'est aussi émouvant à cause du destin tragique de certains personnages, je ne dirai pas lesquels parce que j'ai pas envie de vous spoil. Pour terminer avec le registre de l'émotion, la destruction de Lackville. On ressent parfaitement bien l'impuissance des gens, des personnages principaux, comme les habitants de Lackville, contre l'attaque de Smaug. En parlant de Smaug, je vais m'attarder sur un point que beaucoup de gens ont critiqué, sa mort. Premièrement, je n'ai absolument pas trouvé qu'il crevait trop vite, bien au contraire. Deuxièmement, sa mort est classe. Je ne pense pas qu'il ait crevé facilement. Pour moi, Smaug c'est un personnage très prétentieux qui a un peu tendance à oublier qu'il n'est pas invincible. En même temps, il y a qu'à écouter parler monsieur pour se rendre compte qu'il ne se prend pas pour une petite merde. Je pense donc que Smaug a été trop confiant et s'est précipité. En même temps, après 60 ans à roupiller, faut pas s'étonner d'être un peu rouillé. Autre point à souligner, la longueur. J'ai pas vu le temps passer, tellement le spectacle d'ailleurs est grandiose, mais ouais, c'est bien rythmé, en même temps il y a quasiment que de l'action, mais c'est bien foutu. C'est pas assommant non plus, c'est pas un petit peu comme Man of Steel où au bout d'un moment on se fait un peu chier de l'action. En revanche, il faut aimer les bastos, parce que le film, la bataille compose quasiment 70% le film, c'est marqué dans le titre, donc faut pas s'étonner d'avoir de la baston tout le long. Toujours dans l'esprit de faire la fine bouche, je pourrais pester contre une fin expédiée un peu vite, mais qui se rattrape de manière très émouvante avec la chanson de Billy Boyd, alias Pipin, The Last Goodbye. Le Hobbit 3 est donc un très bon divertissement et une excellente conclusion, je lui attribue donc la note de 4 sur 5. Avant de passer à l'instant série, je vais brièvement conclure sur cette nouvelle trilogie. 2 films auraient suffi, franchement. Mais bon, on ne pourra jamais réellement vouloir à Peter Jackson d'avoir voulu nous ramener en terre du milieu. Peter Jackson me fait un peu penser, je lui en veux pas pour ça, je serais comme lui je pense à sa place, à un grand gamin qui veut pas se séparer de son jouet. Mais bon, je vous l'ai dit, on peut pas trop lui en vouloir. Et avec cette trilogie, il nous prouve encore une fois que c'est un peu lui le papa en matière de blockbuster, que c'est l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Bref, la trilogie du Hobbit fait donc partie de ces rares blockbusters qui font encore rêver, mais qui malheureusement n'arrivent pas à la cheville de ses prédécesseurs. Vous le savez sans doute, il n'y a pas de série portant sur l'univers de Tolkien. Tolkien a inspiré les écrivains. Tolkien est considéré comme le père moderne, ou le père tout court, je sais plus trop, de l'heroic fantasy. Tolkien a prouvé que ça plaisait aux gens l'heroic fantasy, donc a peut-être donné envie à des gens de se lancer. Les adaptations au cinéma de Peter Jackson et de Ralph Bakshi ont montré que ça marchait, surtout Peter Jackson, et quand Hollywood a vu ça, ils ont donc décidé de lancer une flopée d'adaptations. Les chaînes télé ont fait pareil, les jeux vidéo ont fait pareil, et on peut pas leur en vouloir. Bon, il y a des adaptations plus ou moins foireuses, comme un peu Donjons et Dragons, Le Monde de Narnia. À la télé, il y en a pas mal des séries qui prennent comme thème l'heroic fantasy ou alors les mondes médiévaux un peu magiques, du style Merlin. Mais la série la plus notable en termes d'adaptation reste quand même la série d'HBO, Game of Thrones. C'est vraiment une excellente série. S'il n'y avait pas eu l'adaptation de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, jamais HBO ne se serait lancé dans un pari aussi risqué, ou s'il l'avait fait, cette série n'aurait pas du tout eu l'impact qu'elle a aujourd'hui, et donc aurait été sûrement mise aux oubliettes. Après, tout cela reste pure spéculation, mais j'en suis quasiment persuadé. Il existe une palanquée de jeux Seigneur des Anneaux,
Mais moi, j'ai décidé de vous parler du Seigneur des Anneaux Lego, de l'Ombre du Mordor et de Skyrim. Le jeu Seigneur des Anneaux Lego est sorti en 2012. Développé par TT Games et édité par Warner Bros., le jeu est disponible sur toutes les plateformes, à savoir PS3, Xbox 360 et PC. Le jeu est une parodie des films de Peter Jackson, tout en respectant scrupuleusement les événements relatés dans les films. Plus précisément, ce sont les temps forts des films qui sont parodiés, toujours avec l'humour Lego, c'est-à-dire l'humour un peu burlesque. Le jeu est doté d'un gameplay vu et revu, mais amélioré. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à de grands changements, on continue de péter des choses pour construire d'autres choses. Mais bon, c'est toujours efficace et plaisant à jouer. Parmi les changements notables et appréciables, on pourra noter la présence de l'écran scindé dynamique, ainsi que la présence d'un inventaire, évitant ainsi les allées et venues sur tout le terrain de jeu, qui, soit dit en passant, est énorme. La map est vraiment grande, bien que réduite par rapport au film. Isengard se retrouve juste à côté du gouffre Helm. Et pour finir, d'un point de vue purement technique, le jeu est beau. Pour cette très bonne parodie du Seigneur des Anneaux, j'attribue un 17. L'Ombre du Mordor est un jeu développé par Warner Bros. Et sorti en 2012. Il est disponible sur Xbox One, PS4, PC, mais aussi Xbox 360 et PS3. On y suit Talion, un rôdeur mi-vivant, mi-mort dans sa quête de vengeance. Le gameplay est un savant mélange des Assassin's Creed et des Batman Arkham. D'un point de vue purement technique, le jeu est très beau, le scénario est plaisant, bien que manquant d'idées parfois, et la musique, quant à elle, ne m'a pas vraiment transporté en terre du milieu. Pour finir du côté des points négatifs, on pourra geindre envers la trop grande répétitivité des décors, des ruines, encore des ruines, mais bon, le gameplay permet de sauver tout ça. Je lui attribue donc la note de 16 sur 20. Je vais maintenant vous parler de Skyrim et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Ce à quoi je réponds. Scénaristiquement, le jeu n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, il n'y a aucune référence au Seigneur des Anneaux, sauf dans les codes visuels. Il n'y a qu'à regarder par exemple les mines Dwemer pour comprendre que c'est des mines naines. Les elfes ressemblent étrangement aux elfes du Seigneur des Anneaux. Dans ce jeu, on suit les péripéties de l'enfant de dragon, venu rétamer soit l'Empire, soit les rebelles, en fonction des choix du joueur. Le principal atout de ce jeu n'est pas son scénario, bien que plaisant. C'est la multitude de quêtes qui nous est proposée. Bien que certaines soient réellement inintéressantes, d'autres sont vraiment riches en informations sur bord de ciel. Je vous incite d'ailleurs à vous procurer les DLC de Skyrim, qui permettent de prolonger l'expérience, gagner encore des niveaux, et aussi découvrir une nouvelle région, Solstheim, déjà vue dans Morrowind. Le jeu est doté d'un bon gameplay, simple mais efficace, et d'une réalisation soignée, surtout sur PC, où la distance d'affichage est assez impressionnante. Bien que moins beau sur console, le jeu reste quand même magnifique. Pour l'immensité de sa carte, le nombre de quêtes quasiment infini et une musique aux petits oignons, je lui attribue la note de 18 sur 20. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Au pire, si vous le faites pas, j'ai des potes moi, vous savez. Already moving and killing.